comment on peut lutter contre la battance? Alors, c'est vrai que sur du moyen long terme, dans les systèmes où on laboure, bah, essayer de labourer moins profond, hein, donc c'est pas toujours si simple, hein, je pense par exemple à quelques essais qu'on a suivis là, sur le tassement des sols et les matériels betteraviers. Vous passez derrière une intégrale à betterave, le sol il baisse de 10 centimètres, hein, quand le sol est un petit peu, je dirais, aéré, hein, qui n'a pas été peut-être bien appuyé, etc. On a eu plusieurs essais comme ça, où clairement on voyait le sol baisser de 10 centimètres. Donc l'un des essais, l'agriculteur, il labourait juste derrière, hein, pour mettre son blé, hein, son froment. Bon, je me dis, tiens, il laboure vraiment pas profond. Voilà. J'avais regardé la profondeur de labour, bon, il était à 14 centimètres. Bon, très bien. En fait, il restait plus que 3 centimètres de terre végétale sous le fond de labour. Hein, avant, il y avait 30 centimètres. Après le passage d'intégrale, on n'avait plus que 20 centimètres de terre végétale, puisqu'on a tout écrasé. Et du coup, le réglage de la charrue, la réflexion sur voilà, quelle profondeur je laboure, donc le labour à 20 centimètres, là, clairement, à 14 centimètres, il avait labouré l'équivalent de 27 centimètres d'avant. Hein, donc, la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on laboure et dans quel état de sol, quoi. Hein, donc, 20 cm, c'est pas toujours 20 cm, quoi. Hein. Voilà. Donc labour moins profond, ça c'est quand même une chose à essayer d'encourager. Hein, et s'il y a des tassements profonds, plutôt d'alterner du labour et du décompactage pour gérer la structure dans l'horizon 20-30, mais pas forcément voilà, trop dilué. Et puis effectivement, il y a le non-labour. Hein. Clairement, c'est quand même une technique extrêmement efficace, hein, pour protéger et stabiliser la structure en surface. Alors, je mets occasionnel ou permanent, parce que c'est vrai que tout le monde pense toujours au Saint Graal du non-labour permanent. Le bilan est quand même pas toujours si évident que ça à tirer, hein, mais de façon très occasionnelle, là, la photo que vous avez ici, c'est un Smith Chicorée dans un essai, c'est un essai pluriannuel, hein, un limon à 21% d'argile. Donc c'est la première année de mise en place de l'essai, donc qui suivait un blé. Et donc vous voyez que dès la première année, sans aucun historique, hein, on voit très très bien le non-labour à gauche et puis le labour à droite, hein, avec des différences de battance qui étaient assez marquées sur une culture de chicorée. On n'a pas du tout d'historique de matière organique, on a simplement les résidus, hein, les résidus de culture, donc ici des résidus de paille, il y avait aussi un engrais vert, qui sont en surface, et rien que ça suffit à apporter un effet très intéressant au niveau stabilité de la structure. Alors après, quand on bascule sur du non-labour permanent, ben, on va, en plus d'avoir la localisation des résidus de culture et des engrais verts en surface, hein, et donc ces résidus, en fait, si vous voulez, il y a un effet physique, hein, déjà, parce qu'ils protègent un peu la surface du sol, l'impact des gouttes, mais il y a aussi tout justement les processus biologiques, c'est-à-dire qu'il y a toutes les bactéries, les champignons qui vont dégrader ces résidus organiques. Ben, cette action-là, en fait, elle sécrète des polysaccharides, hein, c'est des composés, c'est des sucres, des longues chaînes de sucre, qui ont un effet de stabilisation de la structure qui est très très fort, mais de courte durée, hein, à l'échelle de quelques semaines, quelques mois. Et donc si cette activité microbienne en surface, elle tombe en même temps, disons que les périodes à risque de battance sur des semis de culture type betterave chicorée, voilà, on peut avoir un effet très intéressant. Et alors effectivement, quand on va sur du non-labour permanent, en plus d'avoir voilà, cet effet annuel lié aux résidus, hein, qui sont maintenus avec le non-labour, on va aussi commencer à créer des gradients, hein, de teneur en matière organique. Donc nous, on avait dans la région 4 essais pluriannuels, donc Radingan, il a démarré en 96, Vimy en 2002, Tian en 2003, Solem en 2007. Hein, c'est des rotations. Radingan, c'est maïs-blé en ferme d'élevage, hein, avec pas mal de fumier. Vimy et Tian, c'est blé, betterave, blé, pomme de terre, avec peu de matière organique. Et Solem, c'est une rotation assez longue, avec blé, enfin chicorée, blé, lin, blé, pois, blé. Hein, une rotation sur 6 ans. Hein. Donc là, c'est une photo qui a été faite... bon, j'ai plus je crois que c'était en 2012. Hein, donc après, pour le plus vieux, 16 ans, hein, et pour le plus jeune, 5 ans. Hein, et on voit qu'on a déjà, en peu de temps, finalement, différencié assez bien les teneurs. Hein, dans l'horizon 0,15 cm, on a des gains de teneur en matière organique qui vont de l'ordre de 3 à 8 pour 1000. Hein, donc c'est quelque chose déjà d'assez appréciable. Et on s'aperçoit effectivement que dans l'horizon 15-30, bon, on a plutôt un effet globalement d'appauvrissement qui n'est peut-être pas à la hauteur de l'enrichissement qu'on a fait en surface. Hein. Bon. Alors, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le débat du stock de matières organiques en non-labour, puisque les scientifiques, après nous avoir dit que tous les ans, on gagnait 100 ou 200 kilos de matière organique, maintenant, ils nous disent qu'on n'en gagne pas.
entre du labour et du non-labour sur du très long terme, 20, 30 ans. Les plus vieux essais qu'il y a en France montrent qu'il n'y a pas semble-t-il, de différence de stock. C'est plutôt des gradients, c'est-à-dire des différences de localisation, mais pas forcément de différence de stock. La question de la matière organique, c'est l'impact de la rotation. Le trait rouge, c'est la perte moyenne de matière organique que vous avez tous les ans par la minéralisation du sol. Elle consomme tous les ans de l'ordre de 1 à 2% de votre stock de matière organique. Donc, on traduit en carbone, ça fait à peu près 650 kg de carbone dégradé tous les ans par la minéralisation, le travail des champignons, des bactéries. Quand vous avez les cultures qui sont à l'équilibre, les cultures qui restituent finalement le plus, c'est un blé, un froment pareil restitué, on est peut-être à 900 kg de carbone, ou le maïs grain, tout le monde pense toujours au maïs grain, et une culture à laquelle on pense un peu moins, c'est le colza. Le colza, c'est aussi une culture qui restitue énormément de matière organique. Alors carrément à l'autre bout, on a les cultures justement qui vont peser dans le bilan humique sur la rotation. Si vous avez des rotations orientées légumes d'industrie ou même culture industrielle en général, je veux dire, épinards, carottes, vous voyez, l'infibre, on en va arracher jusqu'au bout de la racine, mais enfin presque. Pommes de terre, haricots, voilà, c'est des cultures qui restituent très peu de matière organique. Donc tout ça, ça pèse forcément dans un bilan pour compenser, je dirais, l'écart avec ce que consomme le sol. Donc, impact de la rotation, forcément. Les amendements organiques, donc là, j'avais fait différents calculs avec des produits, on va dire, courants. Vous voyez que ce qui apporte le plus de matière organique, mais qui ne revient pas forcément souvent, mais voilà, si on a un fumier bovin avec 40 tonnes de matière, de fumier hectare, c'est à peu près les apports qui sont faits, 35, 40, on est quasiment à 3 tonnes d'humus. Donc 3 tonnes de matière organique. Là, je reparle en matière organique. 15 tonnes de compost de déchets verts, c'est à peu près 2 tonnes de matière organique. 20 tonnes de fumier bovin composté, on est à peu près sur 2 tonnes. Donc voilà, les produits les plus intéressants en termes d'apport de carbone stable. Alors, les engrais verts, vous voyez que l'engrais vert moyen, chez vous comme chez nous, c'est 2 tonnes de matière sèche. La moutarde qui fait 60 cm, c'est à peu près 2 tonnes de matière sèche. Quand on est sur des semis fin août, début septembre, on ne peut pas espérer. En moyenne, c'est ce qu'on fait. On a longtemps un peu décrié en disant les engrais verts, c'est des matières organiques jaunes, ça ne restitue pas beaucoup d'humus. Finalement, il y a 3-4 essais de longue durée en France, où il y a 10-15 ans d'engrais verts, et ils ont pu calculer les rendements humus des engrais verts, et on serait plutôt à 25% contre les 8% qui ont longtemps été annoncés. Donc finalement, ça redore un petit peu le blason des engrais verts sur le plan, je veux dire, de l'entretien des teneurs en matière organique. Donc un engrais vert moyen, 2 tonnes de matière sèche, c'est 400 kg d'humus. Il faut relativiser quand même ça, 400 kg d'humus par rapport à 80 tonnes qui est à l'hectare. Donc c'est pas ça qui va révolutionner non plus le système. Mais malgré tout, un engrais vert moyen, finalement, c'est à peu près l'équivalent d'une restitution de paille. Donc on peut aussi se dire, j'exporte mes pailles, je peux compenser par un engrais vert moyen. Et voilà, si j'ai une fenêtre pour le faire, par exemple derrière un poids, faire un très très bel engrais vert, même si effectivement c'est du tracas parce qu'il y a un blé derrière, on peut monter à des 5 tonnes de matière sèche sans problème. Et donc du coup, doubler, tripler la restitution. Alors bien sûr, tout ce qui est lisier, c'est quasiment que de l'eau. Les fientes de volaille aussi, c'est des matières organiques pas très stables et puis pas des gros apports à l'hectare. Voilà, ça a des contributions qui sont plus faibles, quoi. Alors bon, je me suis fait j'ai fait un petit tableau pour un petit peu résumer les choses. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est se dire, de quel type d'amendement mon sol il a besoin, ou mes cultures, parce que finalement, les amendements, c'est des produits qui sont plus ou moins complets. On s'aperçoit que les amendements, ça joue sur la fertilisation azotée, phosphore, potasse, ça peut jouer éventuellement sur le pH, ça joue sur l'entretien humique, évidemment, ça peut stimuler ou plus ou moins l'activité biologique, ça peut être un effet structure. Et donc derrière, il faut mettre en balance ce que apportent les amendements que vous avez ou les résidus que vous avez sur votre exploitation avec les besoins de vos sols. En clair, par exemple, si vous avez des sols qui sont souvent très pourvus en phosphore et souvent surcholés, quel est l'intérêt d'amener des bouts d'épuration qui sont des produits très riches en phosphore et cholés, et qui vont encore remonter le pH. C'est peut-être pas un produit, même si vous l'avez gratuitement, qui est adapté, quoi. C'est un exemple. Donc là, je me suis amusé avec les couleurs, vous voyez, à montrer que, en fonction des différents
produits ou des différentes restitutions, hein. J'ai même mis un engrais vert Sipan, vous voyez, une moutarde, bon, bah, c'est neutre sur l'azote. Par contre, ça peut avoir un effet positif azote si vous avez des légumineuses associées à l'engrais vert, voilà. Tout est à nuancer. Donc, et puis l'autre question qu'on peut se poser, puis j'en terminerai là sur le chapitre matière organique, hein, c'est bah, finalement, qu'est-ce qu'il faut au sol, hein? Est-ce qu'il faut restituer des matières organiques stables, faire de l'humus en gros, ou est-ce qu'il faut restituer des matières organiques labiles, c'est-à-dire des matières organiques qui tournent, qui se dégradent vite, qui vont du coup bah, libérer leurs éléments nutritifs et qui vont aussi stimuler peut-être un peu plus la vie du sol, hein, voilà. Est-ce qu'il faut apporter de la tourbe, par exemple, qui est très stable, qui va faire de la CEC, qui va peut-être retenir de l'eau ou des éléments nutritifs, mais qui ne va pas se minéraliser, qui ne va pas stimuler la vie du sol, ou est-ce qu'il faut apporter des engrais verts très jeunes, notamment des légumineuses, ou bien des matières organiques fermentées cibles qui vont stimuler fortement la vie du sol, mais sur du court terme, quoi. Et donc, peut-être que c'est un peu de tout hein, qu'il faut, mais voilà, faut bien être conscient que les matières organiques, elles sont pas toutes les mêmes, et les carbones, c'est pas tous les mêmes, et du coup, ils ont des impacts différents sur les propriétés du sol.